les études actuelles convergent plutôt pour dire que la principale victime des écrans, c'est notre sommeil. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'autour de l'idée de l'usage excessif problématique des écrans, l'avis des experts a pas mal évolué depuis 15 ans. Il y a 15 ans, on disait ce qui est le critère d'un usage excessif, c'est le temps passé sur les écrans. On mesurait les choses à la pendule, un petit peu comme les campagnes anti-alcool, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Et puis après, les experts ont évolué et ont dit mais finalement c'est pas un si bon critère que ça, c'est le moins mauvais critère parce qu'on peut le quantifier. Si on pouvait, il faudrait prendre en compte aussi le contenu des programmes, le caractère interactif ou pas de ce qu'on regarde. Mais bon, c'est le moins mauvais critère. Et aujourd'hui, la position des experts est encore plus nuancée. On dit c'est le moins mauvais critère, mais c'est un très mauvais critère. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire de l'usage problématique des écrans aujourd'hui? Eh bien, c'est que c'est un usage qui désocialise. Le critère essentiel de mes usages des écrans, c'est le risque de désocialisation, de s'isoler dans des pratiques solitaires. Et désocialisation, ça veut dire aussi abandonner les pratiques créatives, parce que les pratiques créatives sont très souvent socialisantes. Pour le jeune, c'est le risque de déscolarisation. Pour l'adulte, le risque de troubles professionnels, de difficultés familiales. Donc, toujours revenir à ce problème de qu'est-ce qui nous socialise avec les écrans et qu'est-ce qui risque de nous désocialiser dans nos consommations d'écran. Il y a des gens qui disent qu'ils ont un usage excessif de leurs écrans, notamment des personnes âgées, puis quand on parle avec elles de ce qu'elles font, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas du tout excessif. Et puis il y en a d'autres qui disent non, pas du tout, j'ai pas un usage excessif, puis quand on parle avec leur entourage, on s'aperçoit que c'est dément le temps qu'ils passent sur les écrans. Alors en fait, le premier élément qui va pouvoir nous renseigner, ben, c'est nos proches. Si nos proches nous reprochent d'être toujours sur notre smartphone, c'est quand même une indication. Il y a quelques années, j'avais fait une étude avec un opérateur de télécom et on avait posé à des enfants de 8 à 12 ans qui n'avaient pas de smartphone qu'est-ce qui pouvait les gêner le plus dans les comportements de leurs parents. Et beaucoup avaient répondu, ben, c'est que mes parents, ils sont toujours sur leur smartphone, même quand je veux leur parler. Et du coup, on avait dit à ces jeunes, mais est-ce que vous leur dites à vos parents? Ils avaient répondu non, on ne leur dit pas, parce que comme ça, on espère bien quand nous, on aura notre smartphone, ils nous laisseront faire pareil. Voilà. Et donc, du coup, soyons curieux de ce que nos proches peuvent nous dire, c'est le premier critère. Et puis, le deuxième élément, il est lié à la manière dont nous-mêmes nous percevons notre consommation. Est-ce que nous avons le sentiment de la contrôler ou de ne pas la contrôler? Est-ce que nous avons l'impression que si nous pensons que à partir de minuit on a assez regardé de séries, est-ce qu'on va arriver à éteindre et à aller se coucher? Ou bien est-ce qu'on va se dire allez, je vais encore en regarder une autre et puis peut-être après à 1h du matin encore une autre? Donc autrement dit, c'est la perte du contrôle des impulsions. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut être très attentif parce que les écrans sont tellement conçus pour faire en sorte que nous y passions toujours plus de temps, que c'est très difficile de s'en arracher. Et du coup, quand nous allumons un écran, fixons-nous toujours une durée pendant laquelle on y restera. Ça nous permettra plus facilement d'essayer de la respecter. Gardons toujours un réveil à côté de nous pour une montre, voilà, un smartphone pour savoir combien de temps on y a passé. Mais la perte du contrôle des impulsions nous menace tous par rapport à la puissance des écrans. Dans la presse, à la radio, à la télé, on entend beaucoup de mises en garde, beaucoup d'alertes sur les dangers des écrans. En fait, les études actuelles convergent plutôt pour dire que la principale victime des écrans, c'est notre sommeil. Alors évidemment, les gens qui regardent beaucoup d'écrans dorment moins parce que prolonge longtemps le soir la fréquentation des écrans, mais le sommeil est aussi perturbé en qualité. La fameuse mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, est perturbée par la lumière bleue qu'il y a dans les écrans et du coup le sommeil est de moins bonne qualité. À temps égal de sommeil, le sommeil devient moins réparateur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déficit de sommeil va entraîner plusieurs conséquences. Tout d'abord, conséquences sur l'alimentation. Quand on a mal dormi, quand on est fatigué, on peut avoir tendance à manger plus de sucre, à mal se nourrir, à remanger plusieurs fois dans la journée. Des problèmes, bien sûr, sur la sociabilité. On peut devenir irritable, plus nerveux,
Et ce déficit de sommeil, évidemment, il va avoir des conséquences sur beaucoup de domaines de notre vie quotidienne. Ben, d'abord l'alimentation, hein, quand on est fatigué, on peut avoir tendance à manger plus sucré, à manger à différents moments de la journée. On sait que tout ça, c'est pas bon du tout pour la santé. Et puis, évidemment, il va y avoir des conséquences sur la sociabilité, hein, on peut être plus irritable, plus nerveux. Et puis, bien sûr, il va y avoir des conséquences sur nos capacités d'attention, de concentration, et donc avec des effets sur les performances physiques et sur les performances intellectuelles. Et donc, du coup, vous voyez, gardons un temps de sommeil raisonnable. Alors figurez-vous qu'un jour j'étais en train de aller et venir hein, sur YouTube et puis vous savez il y a des images qui présentent des vidéos et je vois une ville romaine à peu près bien conservée et je me dis ça c'est extraordinaire donc je vais voir la vidéo et comme je fais souvent je ne la mets pas au début parce que vous gagnez du temps hein, et parce qu'on manque de temps sur les écrans donc je la mets au tiers à peu près et puis je vois en effet cette ville qui est décrite et je me dis c'est extraordinaire, il faudrait pouvoir y aller donc je vais chercher ma femme et tout, on revient devant l'écran et là qu'est-ce qu'on voit? Un champ de ruines parce que en fait c'était une reconstitution en 3D d'une cité antique que j'avais pris pour sa réalité. Aussitôt que les écrans sont apparus dans les familles, ils ont tout changé. Alors des sociologues d'ailleurs s'y sont intéressés tout de suite, ils ont montré que avant l'apparition de la télé, eh bien, les enfants prenaient modèle sur leur père, leur mère, des fois un frère, une sœur, un grand-parent. Avec l'apparition de la télé, les enfants prenaient modèle aussi, tout autant, et même parfois plus, sur les héros de la télévision. Et donc les sociologues montraient que ça avait pour conséquence que les enfants pouvaient prendre plus de recul par rapport aux modèles familiaux, et c'est là que les modèles imposés par les écrans ont commencé à concurrencer les modèles donnés par les parents. Alors aujourd'hui, avec Internet, ces bouleversements sont encore plus importants, beaucoup plus variés. Le premier de ces bouleversements, c'est un changement dans la relation au savoir. Traditionnellement, le savoir est donné par une personne censée avoir toutes les connaissances nécessaires pour ça, sur un mode très vertical, et il y a des gens qui écoutent, qui prennent des notes, qui cherchent à se rappeler de ce que dit l'expert. Avec Internet, eh ben, il y a un nouveau modèle qui est apparu, qui est incarné par Wikipédia, c'est la construction collaborative des savoirs, c'est le modèle horizontal, qui évidemment ne remplace pas le modèle vertical, mais qui s'y ajoute, puis qui le concurrence. Deuxième grand bouleversement, c'est dans la relation aux apprentissages. Il a été montré que les enfants qui jouent très tôt aux jeux vidéo, eh bien, ils vont développer des nouvelles formes de mémoire, des nouvelles formes d'attention. La mémoire événementielle reste importante, mais aussi la mémoire associative. Et puis, du point de vue des capacités d'attention, c'est plus seulement l'attention sur le long terme qu'on peut avoir quand on lit un livre, quand on bricole, quand on s'applique à une tâche sur la longue durée, mais c'est des formes d'attention très concentrées, très éphémères, on passe d'un point à un autre. Donc tout ça bouleverse la relation au savoir, alors, avec d'ailleurs des conséquences pour des pédagogues qui se demandent comment utiliser ces compétences différentes pour favoriser les apprentissages traditionnels. Troisième grand bouleversement, c'est évidemment dans la relation à l'identité, parce que les enfants ont affaire à beaucoup plus de modèles identificatoires encore qu'avec la télévision. Ils peuvent même se les fabriquer avec des avatars, et les enfants grandissent avec l'idée de ne plus avoir une identité unique tout au long de la vie, mais d'avoir peut-être plusieurs identités, c'est-à-dire plusieurs couples, d'être dans plusieurs pays successivement, d'avoir plusieurs métiers. Et aujourd'hui, on voit bien, quand on demande à un jeune ce qu'il veut faire plus tard, il répond souvent en citant un métier, mais en ajoutant « je ferai ça au début, je ferai ça pendant quelques années, puis je verrai après ». Donc, comme si les cartes aujourd'hui pouvaient être rebattues régulièrement. Vous savez, pour nos parents, nos grands-parents, les cartes n'ont jamais été rebattues. On était, pour une fois pour toutes, dans un appartement, dans un couple, dans une famille, dans un métier, souvent dans un syndicat ou dans un parti politique. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens acceptent l'idée que régulièrement, tout ça pourra être changé. Et puis le dernier domaine qui est bouleversé, c'est la relation à la sociabilité. Dans l'ancien monde, on peut l'appeler comme ça maintenant, la sociabilité s'organisait autour de la proximité physique. On avait des liens forts avec la famille qui partageait le même appartement, et puis des liens moins forts, mais forts quand même, avec la famille éloignée. On avait des liens avec les voisins, avec les gens du quartier. Aujourd'hui, la sociabilité se construit très différemment. Elle se construit autour de centres d'intérêt partagés.
Alors, ce qui est important, c'est de rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, même s'ils habitent à l'autre bout du monde. Et du coup, évidemment, ces deux modèles rentrent en conflit, mais les parents, peut-être hélas, se sont vite habitués à ce nouveau modèle, et c'est comme ça qu'on voit des fois sur un banc, non pas un père et une mère qui parlent ensemble et trois enfants chacun sur leur smartphone, mais un père, une mère et trois enfants chacun sur leur smartphone. Alors figurez-vous que cet appareil existe déjà. C'est l'enceinte connectée. Alors, peut-être vous avez de la peine à me croire, mais il y a quelques années, lorsque Google Home, Alexa ont été lancés sur le marché, les entreprises qui fabriquent ces produits, ces enceintes connectées, ont tenu un discours publicitaire extrêmement intéressant. Elles ont dit, je cite, hein, « Parents, vous savez que les écrans nuisent à vos enfants, alors achetez-leur plutôt une enceinte connectée. » Fin de la citation. Alors que les enceintes connectées posent évidemment les mêmes problèmes hein, que les écrans. L'enfant qui écoute une enceinte connectée, il n'interagit pas avec un humain, il ne repère pas des mimiques, il n'apprend pas à utiliser ses 10 doigts. Mais bon, toujours est-il que depuis, il y a ChatGPT. Or, de quoi on s'aperçoit? Que beaucoup de gens sont contents finalement de discuter avec une intelligence artificielle. Et on peut se demander si bientôt on ne verra pas dans la rue moins de gens avec leur smartphone, mais beaucoup plus de gens avec des oreillettes dans les oreilles, un petit micro qu'au début on devinera, mais que très vite on ne verra plus, et on verra ces gens parler et sourire et être heureux, parce qu'ils auront affaire à une intelligence artificielle qui leur dira ce qu'ils ont envie d'entendre et qui leur donnera l'impression que leur opinion personnelle est partagée par beaucoup. Et finalement, on aura un outil tout aussi interactif que le smartphone, mais grâce à l'intelligence artificielle, probablement beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus rassurant encore que le plus fermé des réseaux sociaux, parce que ça sera une intelligence artificielle qui me connaîtra tellement bien qu'elle me tiendra un discours sur mesure. Donc vous voyez, la relève est prête, elle n'est pas rassurante du tout.